Bien le bonjour, bien le bonsoir les amis, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous apporter votre dose de frisson. On va voir trois histoires, des histoires qui ne viennent pas du tout de Reddit. Ce sont des histoires un peu plus romancées, toujours sur le thème de l'horreur, donc préparez-vous à avoir une petite dose de frayeur, et c'est pas impossible, parce que c'est testé et approuvé que les personnages malsains dans les histoires qu'on va voir viennent vous rendre une petite visite ce soir, pendant que vous dormez. Est-ce que c'est agréable? Je ne pense pas. Mais c'est ce qui va se passer. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour le soutien, ça fait vraiment super chaud au cœur, je vois que vous êtes de plus en plus à suivre la chaîne et franchement ça me fait énormément plaisir. Mais bon, trêve d'émotion et on passe dans une ambiance beaucoup plus frissonnante pour voir ces histoires d'horreur. On va voir un récit qui se passe dans le métro. Un métro de nuit un peu lugubre, ça fait jamais trop envie. Il y avait une femme qui était assise dans le métro de nuit et elle a remarqué quelque chose d'assez intriguant, c'est qu'une autre femme, assise en face d'elle, la regardait mais de manière permanente, elle ne la quittait pas des yeux. Cette femme était assise entre deux hommes et du coup la femme qui a remarqué que l'autre la regardait essayait un peu de détourner le regard, tu vois, elle essayait de faire genre elle avait rien vu. Mais l'autre femme, elle ne la quittait pas des yeux. Au bout d'un moment, la jeune fille, ça la fait flipper. Elle se dit mais pourquoi cette fille me regarde tout le temps? À un moment donné, comme tout métro, il s'arrête à une station, et là un homme rentre dans le métro. Cet homme est grand, il est habillé d'un long manteau vert, et il s'assoit juste à côté de la jeune femme mal à l'aise. La jeune femme remarque que celle qui la regarde fixement ne la quitte pas des yeux, elle fait même pas ce que tout le monde ferait, revoir un petit peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a du mouvement. Là non, la jeune femme étrange reste le regard fixé sur celle qui est terrifiée. Là vous vous dites mais où va aller cette histoire? Qu'est-ce qui va se passer? Moi je le sais, et je vais vous le dire. L'homme au manteau vert s'assoit à côté de la jeune femme effrayée, et le trajet suit son cours. L'autre a toujours le regard fixé sur celle qui est effrayée, ça bouge pas ça, et les deux hommes qui étaient à côté de celle qui avait un comportement un peu étrange, étaient un peu vieux. Eux, ils agissaient totalement normalement. Le métro s'est arrêté à encore un arrêt, là l'homme avec le manteau vert s'est levé, il allait sortir, sauf qu'il a fait un move un peu étrange. Il a chopé la jeune femme effrayée et il l'a traînée hors de la rame de métro. Là vous vous dites, peut-être que la personne dont il fallait se méfier n'est pas celle qu'on croit. Patience un petit peu, vous allez comprendre. Et la résolution de cette histoire, la finalité, est plutôt macabre. L'homme au manteau vert et la femme qui a été effrayée sont maintenant sur le quai du métro. Le métro s'en va, la jeune femme, elle comprend pas ce qui vient de se passer, elle crie qu'on l'aide. Elle dit attends, ce mec il veut faire quoi? Il veut m'agresser, il veut m'enlever, qu'est-ce qui se passe? Là l'homme va dire quelque chose qui retourne totalement le sens de l'histoire. Il va dire mademoiselle, calmez-vous, je viens juste de vous sauver la vie. Rien que ça. Je ne voulais pas vous effrayer dans le métro, mais la jeune femme qui était assise juste en face de vous était morte. Et les deux hommes qui étaient juste à côté d'elle étaient en train de la maintenir debout, droite. Cette histoire s'arrête ici. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est plutôt simple. En fait, la jeune femme qui avait un regard fixe sur celle qui était effrayée ne la regardait pas comme ça intentionnellement. C'est qu'en fait, elle était morte et du coup, elle était dans une position totalement fixe où elle était, en fait, elle regardait droit devant, elle ne pouvait pas bouger parce qu'elle était décédée. Les deux personnes qui étaient à côté d'elle étaient sûrement ceux qui l'avaient assassinée, et ils devaient prendre le métro parce qu'ils ne devaient pas avoir les moyens d'avoir une voiture pour déplacer le corps, pour ensuite l'enterrer quelque part. Et du coup, en étant de part et d'autre, avec leur épaule, ils arrivaient à la maintenir droite pour faire genre, elle était encore en vie. C'est plutôt glauque de te dire que tu croises un cadavre dans le métro. T'imagines, tu vas au travail, au lycée, ou à l'université, ce que tu veux. Tu vois quelqu'un qui te regarde, maintenant tu vas te poser la question, attends, est-ce que cette personne est morte ou pas? Maintenant on va passer à l'histoire suivante. Dans cette histoire, on va voir l'histoire de Bernard Sloan. Cet homme avait la famille parfaite. À chaque fois qu'il finissait le travail, sa famille l'attendait tranquillement à la maison, et c'était quelque chose de régulier. Chaque soir, à 7h du soir précisément, quand il rentrait du travail, il descendait à la cave, il allumait les lumières pour se rendre avec sa famille. Là, tu sens que ça commence à puer. Pourquoi sa famille l'attend dans la cave? Sa femme, Jenny, était assise sur le canapé, en train de tricoter un sweat. La mère de Bernard Sloan, elle, était assise dans une chaise. Son fils Ben et sa fille Emma étaient assis à la table, et ils jouaient à un petit jeu de société. Le petit Luc, lui, était assis par terre, en train de jouer avec quelques jouets qui traînaient ici et là. Quant à la plus jeune de la famille, Martha, elle était assise sur la chaise du piano. Bernard Sloan, une fois qu'il est dans la cave avec sa famille, il s'assoit sur sa chaise préférée, très confortablement, et il parle avec toute sa famille jusqu'au moment d'aller se coucher. Il leur raconte ce qui se passe dans la ville, les petites nouvelles locales, notamment qui est décédé récemment quand il a vu ça dans les journaux du matin. Et il parlait de sujets et d'autres d'actualité. Rien d'anormal. Sa famille, elle, l'écoutait
avec attention. Elle ne le contradisait jamais ou n'argumentait pas sur les propos qu'il pouvait évoquer. Au moment où vient l'heure de se coucher, Bernard Sloan, lui, il s'étire et il bâille, il se lève de sa chaise, il fait un bisou sur la joue de tout le monde et il dit « Bonne nuit tout le monde, faites de beaux rêves ». Après ça, il éteint la lumière et il s'en va. Il remonte les escaliers de la cave, il ferme la porte, il la verrouille à clé et il va se coucher. Si vous voulez un peu de contexte, Bernard Sloan vit dans une petite ville où il n'y a qu'une seule société de pompes funèbres. Et qui la détient? Effectivement, ce fameux Bernard. Sacré Bernard, n'est-ce pas? Du coup, tout le business qu'il y a dans la ville par rapport à la mort, c'est Bernard Sloan qui le détient. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le magasin, là où toute son activité se situe, c'est sa maison. Il est un peu connu dans la ville, forcément, si c'est le seul qui détient ce type de business. Et c'est quelqu'un qui n'a pas forcément d'amis, mais qui est très apprécié. Donc, personne ne le soupçonne de quoi que ce soit. Tout se passait au mieux dans la vie de Bernard. Les gens de la ville venaient le voir pour préparer des enterrements, ce genre de choses. Et Bernard Sloan, lui, préparait tout ce qu'il fallait, voilà quoi. Comme quelqu'un qui travaille dans les pompes funèbres. Un jour, alors que Bernard Sloan nettoyait tranquillement sa petite boutique, un policier est venu lui rendre une petite visite. Bernard a dit « Est-ce que je peux vous aider, monsieur ?» Et le policier a dit « Je suis là pour l'enfant de la famille Periwinkle. » Là, Bernard est assez étonné. Il dit « L'enfant de la famille Periwinkle ?» Le policier dit « Oui, Martha Periwinkle, la petite fille qui s'est noyée il y a 5 mois. » Là, Bernard se tapote un peu le menton et il dit « Ah, je m'en souviens maintenant. » L'agent de police dit « Monsieur Sloan, je vais être très honnête avec vous. La famille a fait exhumer le corps, c'est-à-dire retirer le cercueil pour potentiellement l'ouvrir. Ils ont ouvert le cercueil et ils ont été assez choqués de voir qu'à l'intérieur de celui-ci, il n'y avait rien d'autre que du papier journal. » Bernard fait l'étonné. Il fait « Oh mon Dieu, mais c'est horrible !» Le policier va dire « Écoutez monsieur, voler le corps d'un défunt est un acte criminel. Si vous coopérez, je vous traiterai bien. La famille veut juste récupérer le corps de leur fille, comme ça ils pourront lui donner un enterrement décent. » Là, Bernard, il est pas très content. Il se dit « Attends là, mais de quoi tu me parles toi? Qu'est-ce que tu me dis? Tu m'agresses moi ?» Il dit « Je travaille ici depuis 20 ans, tout le monde me connaît, comment on peut penser que j'ai fait une chose pareille ?» Là, le policier va dire « Ok, donc ça ne vous dérange pas que je fouille votre maison ?» Là, Bernard, d'un coup, il se pisse un peu dessus. Son visage devient pâle et il dit « Si ça me dérange, c'est mon lieu de travail et ma maison. Je connais mes droits, je ne laisserai personne regarder dans ma propriété privée. » Ok. Est-ce que ça voudrait pas dire qu'il a un petit truc à cacher, ce fameux Bernard, Le policier sourit et il dit « Ok, très bien. Si c'est de cette manière-là que vous voulez qu'on procède, je vais revenir dans 1 heure avec un mandat pour fouiller votre maison. Pendant ce temps-là, je vais placer un officier de police devant chez vous pour m'assurer que vous ne cherchez pas à cacher des preuves ou à vous enfuir. » Bernard laisse le policier ensuite partir, il le regarde quelques instants et il ferme la porte. Là, il attend devant, réfléchissant quelques minutes. Il va ensuite dans la cave où il y a sa famille, il ouvre quelques rideaux, laissant entrer la lumière, chose qu'il n'avait pas fait depuis bien longtemps. Sa famille était dans la même position que d'habitude, sa femme assise sur le canapé en train de tricoter, sa mère assise sur une chaise, les enfants qui jouent sur la table, un jeu de société, l'enfant qui joue par terre et l'autre qui est assis sur la chaise du piano. Sauf que là, petite révélation, on va en savoir plus sur l'état physique de ces personnes. Tout le monde ressemble à des momies, sauf la petite Martha. Vous vous souvenez? La dernière, la plus jeune, qui elle est en parfait état, en soi, dans le même état que le jour où elle s'est noyée. Bernard pousse un soupir et il asperge toute la pièce d'essence. Il en met sur sa femme, sur sa mère et sur ses enfants. Après cela, il les embrasse chacun tour à tour sur la joue et il s'assoit sur sa chaise préférée. Il aimait tellement sa famille qu'il ne pouvait pas s'en séparer. Il a plongé sa main dans sa poche et il en a sorti une boîte d'allumettes. Il en a pris une, il l'a allumée et il l'a jetée sur le sol. Toute la pièce a commencé à prendre feu. Quand le feu l'a atteint, en criant de douleur, il a dit « Faites de beaux rêves, faites de beaux rêves ». L'histoire s'arrête ici. C'était une histoire très macabre. Il n'y avait pas forcément d'horreur, de screamer ou quoi que ce soit, mais je trouve ça très creepy. Ça ferait un très bon film ou une très bonne série, je trouve. Je trouve vraiment que c'est une très belle histoire. Très glauque, très macabre. On pouvait se demander comment il allait s'en sortir, faire une petite pirouette. Moi, je pensais qu'il allait laisser le policier entrer dans la maison et qu'il allait l'assassiner, qu'il allait dire, je sais pas, c'est son frère, tu vois, un truc comme ça. Je pensais pas que du coup, il allait plutôt partir sur la solution de, je me donne la mort parce que je suis foutu. En tout cas, on sait comment il a obtenu chacun des corps. C'est qu'en fait, il volait des corps à des familles qui avaient perdu un proche. Et il se disait, tiens, ça c'est ma femme, ça c'est mon fils, ça c'est ma mère, etc., etc. Les amis, on va conclure avec une dernière petite histoire. Il y avait un jeune homme qui était un peu vaniteux, un peu trop téméraire. Et parfois, ça pouvait être un peu dangereux, même très dangereux. Par exemple, il prenait la voiture de son père sans sa permission,
et il allait conduire comme ça, aux alentours de chez lui, alors qu'il n'avait même pas le permis de conduire. Un jour, alors qu'il avait fait ça, et qu'il conduisait un peu trop vite, il est arrivé à un petit virage, et il a perdu le contrôle du véhicule. Il a créé un accident vraiment dramatique, parce qu'il a heurté une jeune femme et son fils. La jeune femme, qui était la mère, a été gravement blessée, et malheureusement le fils, lui, est décédé à l'impact. La jeune femme était totalement horrifiée de ce qui s'était passé. Elle avait perdu son enfant comme ça, en une seconde. Le jeune homme a été arrêté par la police, normal, et les charges qui ont été retenues contre lui, c'était conduite dangereuse. Le jeune homme, lui, il clamait que l'accident c'était pas de sa faute, alors que clairement si. Et ça, il le savait en soi. Il le savait, mais voilà, il essayait de s'en sortir comme il pouvait. Son père a embauché un avocat très cher pour le sortir de ce mauvais pas, et d'un côté, cet avocat a réussi. Au procès, le juge a dit que le jeune homme pouvait éviter la prison si jamais il donnait une somme d'argent, une certaine somme d'argent, à la mère qui a perdu son enfant. N'étant pas à plaindre financièrement, le jeune homme était content, il s'est dit banco. Néanmoins, la mère, pour elle, c'était pas assez. Elle a refusé le paiement, elle s'est dit non, cet homme doit aller en prison, je vais pas recevoir de l'argent de sa part. Ce qu'elle disait pendant le procès, c'est que aucune somme d'argent ne pourra ramener son fils. Néanmoins, il y a quelque chose d'autre que je veux que cet homme fasse. Le jeune homme, le seul objectif qu'il avait, c'était éviter la prison. Du coup, il était prêt à faire n'importe quoi. La mère va formuler une requête assez étrange. Elle va dire, ce que je demande, c'est très simple. Chaque mois, je veux que vous vous envoyiez une carte postale à vous-même. C'est tout. La femme avait même d'ailleurs tout prévu. Elle avait des cartes postales déjà timbrées, prêtes à être postées. Elle avait même déjà noté le nom et l'adresse de l'homme dessus. Donc le mec, il avait juste à les envoyer en soi. La femme qui a perdu son fils va ajouter une requête supplémentaire. Elle va dire, s'il vous plaît, n'écrivez rien dessus, envoyez-les juste. Le jeune homme, il se dit, c'est simple, easy. Du coup, il dit, ok, j'accepte. Il est très heureux de se dire, je dépense pas une thune, je vais pas en prison, j'ai tout gagné. Au total, il y avait 60 cartes postales à poster. Il a fait un rapide calcul, il se dit, ok, il y en a 60, donc si je m'en poste une chaque mois, en 5 ans, c'est réglé. Au début, il se dit, ok, ça va être plutôt simple. Sauf qu'à chaque fois qu'il va poster une carte, ça lui rappelle l'accident. Du coup, ça le met un peu pas très bien. Au fur et à mesure du temps, il commence à regretter de ne pas avoir payé la jeune femme. Parce que dans sa tête, en donnant cet argent, ça aurait été en mode ça y est, je te donne de l'argent, je suis pardonné, c'est fini. Alors que là, au fur et à mesure du temps, il trouve que la punition qu'il a n'est pas forcément une punition adaptée. Et à force de penser à tout ça, encore plus loin dans le temps, il commence à avoir une haine à l'idée de s'envoyer des cartes parce que ça lui ressasse à chaque fois plein de mauvais souvenirs. Vous voyez, il y a le mois qui passe, il commence un petit peu à passer à autre chose, boum, il se renvoie une carte, le regret lui retombe dessus, ça commence à passer, etc. Il doit se renvoyer une carte, boum, le regret lui retombe dessus. Vous voyez un petit peu comment ça se passe dans sa tête. Et à un moment donné, une idée pas très morale lui vient en tête. Il se dit, attends, depuis le procès, je n'ai plus jamais vu ou entendu parler de la mère du petit garçon que j'ai tué. Du coup, si j'arrête de m'envoyer des cartes, comment pourrait-elle le savoir? Donc à un moment donné, il arrête. Un jour, le jeune homme décide de regarder les cartes qui lui restaient et celles qu'il avait reçues. Du coup, il se dit, je vais m'en débarrasser, je vais les brûler. Il allume un petit feu dans sa cheminée et avant de toutes les jeter, il les regarde avec un peu plus d'attention. Et là, il se rend compte que sur chaque carte postale, il y a un mot caché. Une phrase cachée plus précisément. Cette phrase dit « Meurs, assassin ». C'était un message qui avait été écrit à l'encre invisible et en fait il avait pu le voir grâce à un briquet en chauffant justement un peu la carte. Après cela, le jeune homme décide de jeter les cartes dans la cheminée, sauf que au bout de quelques minutes, il commence un peu à suffoquer. Il ne se sent pas très bien. Le jeune homme essaye de comprendre ce qui se passe, il se dit que peut-être il a avalé quelque chose de travers, enfin il ne pense pas à quelque chose de mal. Mais au bout d'un moment, il perd connaissance. Et au bout de quelques heures, l'ensemble de sa maison a brûlé. Et l'homme est mort, brûlé et vif, bien qu'il était inconscient, dans sa maison. L'histoire s'arrête ici. Alors c'est une histoire où on n'a pas l'impression qu'il se passe grand chose, mais c'est la fin justement qui est plus révélatrice. En fait, la femme devait être très intelligente parce qu'elle s'est dit que cet homme voulait tellement ne pas aller en prison qu'il était prêt à accepter n'importe quoi. Et ce que la femme a fait, c'est... Alors, je ne saurais pas scientifiquement expliquer vraiment comment ça se passe, mais en fait, elle a dû peut-être mettre des trucs sur les cartes ou quoi que ce soit, qui, au contact du feu, ça aurait provoqué une sorte de fumée un peu toxique, et ça aurait aussi été quelque chose de très inflammable, donc ça aurait propagé le feu également. Et elle devait du coup savoir que ce jeune homme n'allait pas justement purger sa peine, si on peut dire, purger sa peine de s'envoyer une carte pendant 5 ans. C'était un move risqué de la part de cette femme, parce que d'un côté, tu te dis, si le mec aurait fait tout le truc, et qu'à la fin, il mettait les cartes dans une boîte, et il se dit, ok, c'est bon, c'est fini,
il serait pas mort. Si jamais il avait décidé de juste jeter les cartes, il serait pas mort. Il y avait quand même des conditions assez précises à respecter pour que son plan s'exécute bien, quoi, quand même. Mais bon, c'est une histoire romancée, donc forcément que ça allait fonctionner. Les amis, j'espère que ces petites histoires vous ont plu. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ces petites histoires. Ça allait de surprise en surprise d'un point de vue frisson, donc ça, c'était plutôt cool. On en a fini, donc je vous propose qu'on se remette dans une ambiance beaucoup plus tranquille pour débriefer tout ça. De bien belles histoires. Moi j'aime beaucoup ces petites histoires un peu plus romancées que les threads, parce que les threads d'horreur de Reddit, si la personne qui témoigne écrit comme un pied, c'est un peu compliqué parfois de bien comprendre l'histoire. L'histoire a besoin d'être retravaillée. Parfois, tu vois, genre j'ai une bêtise, hein, mais quelqu'un raconte son histoire, il t'a raconté tout le début de son truc qui lui fait peur, et puis après il dit ah mais au fait je vous ai pas dit, j'ai ça, et puis c'est important pour la suite, tu vois, donc des fois il faut le retravailler. Là, vu que c'est plus romancé, on va dire que toute la trame défile naturellement, donc c'est plus agréable à lire, à raconter, et en plus ce sont des histoires généralement qui sont très intéressantes. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Aken, prenez soin de vous, on se dit à la prochaine, salut.